Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël pour ce jeudi de l'Ascension. Jour férié pour certains, long week-end pour d'autres, mais dur labeur pour quelques-uns, à qui on souhaite bon courage. Nous sommes le jeudi 25 mai. Nous parlerons aujourd'hui d'expositions d'anniversaire, de nature, de radioamateurs et d'autres sujets du territoire. Et nous ferons, avec notre invité du jour, appel à des volontaires salominois pour un projet original à la MAC de Salomine. On retrouve tout de suite Anthony. Et oui, Anthony, il est là aussi pour votre JT de la semaine. Bonjour Anthony. Bonjour Valérie. Comme moi, tu es un courageux du jour férié. Exactement. Alors, si l'on veut visiter une belle exposition pendant ce long week-end, où faut-il aller, Anthony? Il faut aller à Grenay, Valérie, et plus précisément à la médiathèque L'Estaminet. En effet, avoir un enfant n'est pas une chose facile. De l'accouchement jusqu'aux 6 premiers mois, Dominique Sampiero, écrivain et scénariste, s'est intéressé à la relation parent-enfant, ainsi qu'à la préparation physique et psychologique de l'arrivée d'un bébé. En a résulté une exposition que Jadoron et moi-même sommes allés découvrir en compagnie de l'artiste. Pendant un an, Dominique Sampiero a rencontré une quarantaine de jeunes parents. Ce sont tous ces témoignages récoltés qui ont formé l'exposition Baby Joy. J'ai eu cette idée en visitant Estaminet et en découvrant les lieux, de faire un projet qui soit cohérent avec la PMI, le travail qui se fait en PMI, et la bibliothèque. C'est pour ça que j'ai inventé cette idée qui a été créée pour la première fois ici, de Baby Joy. Baby Joy, c'est le contraire du Baby Blues. C'est cette espèce d'enthousiasme qu'ont les gens, les parents, dès qu'ils se mettent à parler d'enfants, de naissance, d'accouchement. Une espèce, tout à coup, on ne les arrête plus. Une série de rencontres toutes différentes, ayant chacune leur particularité et dans lesquelles Dominique a pioché quelques photographies, citations ou anecdotes. Je me souviens de cette femme à 16 ans qui est encore étudiante, qui va être enceinte. Est-ce que je garde cet enfant? Est-ce que je ne le garde pas? Qui prend la décision intérieure de le garder, qui s'oppose à ses parents, qui s'oppose à tout le milieu scolaire. Et finalement, le courage qu'elle a d'aller jusqu'au bout, elle est devenue maman, elle est fière d'avoir assumé ça jusqu'au bout et ça donne une personnalité forte qui, dès l'âge de 16 ans, a décidé d'assumer son enfant et sa grossesse. L'exposition commence ici parce qu'ici, c'est un lieu symbolique quand même. Ici, c'était là que les mamans attendaient pour entrer avec le médecin, la visite de PMI, etc. Là, il y avait l'activité lecture avec les tout petits, c'est-à-dire qu'on lit des livres aux enfants, aux bébés, des livres tactiles, des livres sans texte, etc. Donc, je trouvais important de commencer cette expo dans le lieu qui est ce point de départ. C'est aussi l'originalité de la médiathèque L'Estaminet, c'est d'avoir créé, certes, une médiathèque, mais aussi une PMI, pour que tout de suite on mette l'enfant en contact avec le livre. Donc ça, c'est vraiment un projet très original. Oui, c'est quand même des phrases fortes, quoi. Moi, j'avais l'impression de revivre tout ce que ma mère avait vécu. C'est pas rien de prendre conscience de ça tout à coup, on passe de l'état d'adolescence à... etc. etc. Sur les 2000 photos prises par Dominique, ce sont 400 d'entre elles qu'il a choisi d'exposer sous forme d'un diaporama. L'exposition contient également 28 panneaux visibles jusqu'au 31 mai à la médiathèque Estaminet de Grenay. La coupole près de Saint-Omer figure parmi les vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale de l'Europe. Cet immense bunker, construit par l'organisation TOT en 1943-1944, devait servir de base de lancement des fusées V2 à destination de Londres. Aujourd'hui, ce bâtiment, transformé en centre d'histoire et de mémoire en 1997, fête ses 20 ans. Et c'est Nicolas Fionnet, directeur par intérim, qui nous présente le programme des festivités. Nous allons fêter nos 20 ans officiellement. Le 20e anniversaire, c'est le 9 mai, mais avec le contexte politique, nous avons choisi de décaler cet anniversaire à la fin du mois, sur la période de l'Ascension, c'est-à-dire le 25, 26, 27 et 28 mai. Donc il va y avoir ici, sur les jeudis, vendredis, samedis,
des concerts à l'extérieur. Nous allons avoir le jeudi soir un concert symphonique avec l'orchestre de la Morini et la Lyre alluinoise. Le lendemain, nous aurons un concert de variété avec le groupe Les Goldmen, mais aussi avec le chanteur Axel Bauer. Alors Axel Bauer, il vient ici, il est lié à la Seconde Guerre mondiale par son père. Son père est le dernier présentateur, speaker français de Radio Londres. Les Français parlent au français, c'était lui. Et donc le lien, il est là. Et le samedi, on aura un grand bal populaire avec le groupe Les New Sisters qui, eux, reprennent des standards des musiques des années 40 et des standards de jazz. Nous allons donc, sur cette période, ces trois animations musicales. Nous avons également des visites guidées du site et nous avons au Planétarium la diffusion d'un film historique tous les matins, Les Femmes de l'Ombre par exemple, ou Le Mur de l'Atlantique. Et le soir, à l'issue des concerts qu'il y a sur le parking, il y a une rétrospective en images projetée sur le dôme de la coupole qui retrace la vie du site de 1943 à nos jours. Dans le cadre de la politique de la ville, le bassin minier s'est engagé avec l'État dans un vaste programme de renouvellement urbain. Celui-ci vise à réduire les écarts de développement au sein des communes du territoire, à restaurer l'égalité dans les quartiers défavorisés et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Dans le cadre du dispositif Pays d'art et d'histoire, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin engage avec ses partenaires une résidence mission artiste pour impliquer les habitants des 4 cités minières dans la transformation de leur cadre de vie à partir de la thématique des jardins et du paysage. À l'issue d'un appel à candidature, c'est Emmanuel Ducrot et le jardinier botaniste du Muséum d'histoire naturelle de Paris, Laurent Ballot, qui ont été retenus. Ce duo s'installe pendant 7 mois au cœur des cités 9, des provinces et du 12-14 de Lens et de la cité 10 à Saint-Goël, afin de partager leurs univers artistiques et leur savoir avec les habitants autour de la question des jardins. Alors le projet c'est une résidence mission, donc initiée portée par la CAL, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, qui se passe sur 4 cités minières. Et notre projet, donc moi je suis plasticienne et Laurent est jardinier, notre projet, le cahier des charges, c'est de donner envie aux gens de réinvestir leur jardin par ces deux volets, c'est-à-dire par le volet jardinier, le volet artiste. Après, je pense que c'est beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire que ça questionne le rapport entre la question de l'espace public, la cité minière, comment elle fonctionnait avant. Enfin, ça, je pense que ça va questionner beaucoup plus de choses que simplement aller réinvestir votre jardin. Ça va toucher d'autres zones. Voilà. Investir pour moi, c'est aussi, c'est pas que planter des fleurs. C'est pour faire beau. Investir, c'est comment je pratique ce jardin. Est-ce que j'aime y aller dans ce jardin? Qu'est-ce que j'aime y faire? Peut-être j'aime juste mettre ma chaise longue et bouquiner ou jouer avec ma PlayStation. Voilà. Mais est-ce que j'aime aller dans ce jardin? Quel est le rôle de ce jardin pour moi? Il correspond à quoi? L'investissement, c'est pas que d'aménager le jardin. Pour moi, c'est beaucoup plus profond. C'est quel rapport j'ai avec cet espace, cette maison, cette cité. Est-ce que je m'y sens bien? Qu'est-ce que j'y vis? Et comment je suis un habitant, en fait. C'est quoi? Parce qu'habitant, c'est habiter, c'est vivre. Parce que, en fait, autant tu es habitant dans cet espace, donc tu as le droit et tu peux l'investir, mais d'une manière complètement ouverte. C'est pas forcément reproduire le jardin du mineur, c'est pas simplement faire absolument des légumes, c'est pas mettre des fleurs pour faire joli, c'est toi, c'est quoi la relation que tu peux avoir avec le jardin? Et ça peut être des jardins qui deviennent terriblement différents les uns des autres, mais c'est comment on s'approprie la terre en fait, le rapport à l'extérieur et à un espace qui est le jardin. Le musée du Louvre-Lens a participé cette année encore à la Nuit européenne des musées. Cet événement international pousse le musée à bouleverser toute sa programmation le temps d'une soirée, afin de rendre chaque espace accessible, accueillant et porteur de contenu pour tous les publics. Fête et intergénération pour de nombreuses activités à vivre en famille, avec une mise en l'honneur particulière des voisins du musée qui s'est déroulée samedi dernier, avec des images d'Anthony Vermus.
Le soleil se couche sur le Louvre-Lens, mais les visiteurs affluent toujours. Une visite nocturne à l'ambiance particulière les attend. Nombreux étaient les ateliers présentés tout au long de cette soirée. C'est une ambiance particulière parce que on peut avoir effectivement un côté plus intime dans le musée, quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de rencontrer, de voir quand ils viennent en visite normale. Et puis c'est vrai que plus on s'avance dans la nuit et plus il y a une ambiance feutrée dans le musée. Hormis les visites gratuites de toutes les expositions, les visiteurs sont amenés à écouter, échanger, dessiner ou même enquêter. Une enquête qui part de l'hypothèse qu'un faussaire cherche à faire rentrer dans l'exposition Le Nain un faux tableau des frères Le Nain. Les personnes sont en train de répondre aux énigmes qu'on a préparées. Donc l'objectif étant d'arriver progressivement jusqu'à l'atelier du faussaire et de trouver le tableau qui est imité par le faussaire qu'il essaie de faire rentrer dans l'exposition. Des énigmes à résoudre en famille au sein du musée. On cherche l'énigme, le message caché du faussaire. Et là, à vrai dire, on sèche un petit peu. Et pendant que certains s'improvisent détectives, d'autres dessinent. Le concept de dictée dessinée a été lancé avec l'école Jean Jaurès de Liévin. Les élèves sont d'abord venus au musée pour découvrir la Galerie du Temps. Ensuite, ils ont choisi des œuvres sur lesquelles ils ont travaillé, qu'ils ont pu décrire au musée. Et ensuite, à l'école, pendant une journée, l'idée était d'écrire des textes qui seront ensuite lus pendant la nuit des musées et que les gens donc devraient dessiner au fur et à mesure qu'ils écouteraient leur dictée. Des représentations parfois peu ressemblantes, mais le concept attire les visiteurs qui découvrent ensuite l'œuvre dessinée au sein du musée. C'était une belle surprise en arrivant. Et bon, ça se rapprochait un petit peu. Le mien, je crois qu'il n'était pas très ressemblant au dessin qu'on avait vu. Pourquoi ? Parce que je l'avais fait tout rose en fait. Une nuit des musées au Louvre-Lens pleine de surprises et qui montre que le musée attise toujours la curiosité. C'est devenu un des rendez-vous incontournables du printemps. En plein cœur du centre-ville de Lens, vous pouviez profiter le week-end dernier et encore ce jeudi 25 mai d'un grand marché aux fleurs tenu par les horticulteurs et fleuristes de la région avec de nombreuses animations pour toute la famille. Mais ce n'est pas tout, vous pouviez également apprécier les œuvres d'art d'artistes peintres qui montrent tout au long de ces 2 jours l'étendue des talents de notre région. La présence du village éco-citoyen a permis également de diversifier les animations pour les grands et les petits, des petits loups qui ont déjà bien la main verte. D'un rêve est né un livre, c'est en effet lors d'une mission au Soudan français, aujourd'hui le Mali, que Jean-Paul Le Sur a fait un étrange rêve. Ce rêve, il s'est empressé de le retranscrire en 2 tomes avec l'aide de son beau-frère René Dujardin. Qui de mieux pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette aventure que le co-auteur du livre au micro de Cyril Dionnet. En fait, l'histoire raconte des destins individuels qui sont plongés dans la grande machine à laver, dans la grande lessiveuse du monde moderne, et qui ne doivent leur survie qu'à une sorte de force intérieure, de force de vie qui leur donne la foi dans le demain et la volonté de se battre. Alors l'histoire commence à la fin des années 1800, au moment de la Commune, 1871. Une jeune femme s'enfuit de Paris et elle est enceinte, elle se sauve et elle arrive en Normandie chez un monsieur de Bertheville qui tient une sorte de domaine où il élève des chevaux. Le bouquin est vendu 18 €. S'il y en a 2, ça fait 36 € pour les 2, sachant qu'effectivement, ils sont les 2 bouquins inséparables. Je veux dire qu'en fait, l'histoire, c'est pas un bouquin et puis une autre histoire qui suit derrière dans le deuxième bouquin, c'est une seule et même histoire qui est racontée en 2 tomes. Que deviennent les meubles et les morceaux de bois, les encombrants dont vous vous débarrassez dans les déchetteries du Lensois et jusqu'à 50 km à la ronde? Eh bien, la réponse ne se trouve pas loin d'ici, à Arnes plus exactement, avec le travail de l'entreprise Ramerie Environnement qui achemine ces déchets une fois traités par Péniche pour réduire l'empreinte carbone du transport de ces matières. On écoute Hervé Lefebvre, directeur général du traitement et valorisation du groupe, au micro de notre correspondant Éric Muller.
Trémery Environnement, c'est une des filiales du groupe Ramery, spécialisée dans tout ce qui est traitement, valorisation des différents déchets, matières premières, secondaires, que l'on peut trouver à la fois dans les collectivités et dans le monde industriel. Donc aujourd'hui, vous assistez au chargement d'une péniche de bois recyclé qui va donc, une fois son chargement fini, partir en direction de la Belgique, à Oosterzeebek, chez un de nos partenaires qui s'appelle Unilin, qui est un des leaders européens pour la fabrication de panneaux. Le bois que vous voyez derrière nous, qui est actuellement en train d'être chargé, provient à la fois des différentes collectivités de la région. Donc c'est un bois qui est collecté éventuellement par nos propres véhicules ou qui nous est livré directement par d'autres opérateurs de collecte. Et ce bois provient aussi des industriels et de la filière écomobilier qui est chargée du recyclage et de la valorisation des déchets d'éléments d'ameublement. Aujourd'hui, c'est la volonté du groupe de développer l'activité par voie fluviale, puisque une opération comme celle-ci, où on va charger à peu près 1000 tonnes, qui correspond à peu près à 4000 m3 de bois, va nous permettre d'éviter un transport de 70 semi-remorques, donc l'équivalent d'à peu près 6000 km. Et donc la réduction d'une empreinte carbone importante. Et c'est pour cela aussi que le groupe a envie de développer le transport par voie fluviale. La ville de Meurchin et sa médiathèque L'Archipel poursuit son projet radioamateur initié en mars dernier. À l'occasion du dialogue avec l'astronaute Thomas Pesquet le 11 mai dernier, Laurent Carteny, initiateur du projet, proposait une découverte de son loisir aux classes de CM2 de l'école Les Platanes de Meurchin. Un reportage de Flavio Spatafora. Il pratique un loisir technique permettant d'établir des liaisons radio dans le monde entier. Les radioamateurs seraient près de 3 millions dans le monde et plus de 14 000 en France, dont un à Meurchin. Et c'est lui qui a proposé une découverte de ce loisir à Gaëlle Thomas, directrice de la médiathèque L'Archipel. Donc l'action qui est menée aujourd'hui, elle est née d'une initiative qui a eu lieu le 1er mars dernier. Elle est issue d'un habitant de Meurchin qui s'appelle Laurent Carteny, qui est radioamateur, et qui nous a proposé de faire une réception des propos de Thomas Pesquet qu'il a eu avec une école de Rueil-Malmaison. Du coup, la suite logique de cette première grosse action, c'était de sensibiliser plus particulièrement les enfants à vraiment ce qu'est le contact radio-amateur. Alors un radioamateur, voilà, on a une licence à passer, on a un petit examen à un QCM et dès qu'on a l'examen, une partie réglementation, une partie technique, on a un indicatif qui nous est attribué. Bon, de mon côté c'est F4HN et chaque opérateur a un indicatif qui lui permet ensuite de contacter d'autres radioamateurs dans le monde entier. Donc c'est pour ça qu'on a créé un indicatif de radioamateur qu'on a activé aujourd'hui et aujourd'hui il va y avoir beaucoup de réceptions et d'émissions d'échanges de cartes QSL. Nous sommes actuellement avec des classes de CM2 là, auxquelles on fait découvrir l'activité radio-amateur et il y a un élève qui va vous poser une question, ok ? Ok, pas de problème. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Luca. Quel temps fait-il chez vous ? Très bonne question. Alors, c'est un petit peu voilé, il y a quelques nuages, mais il fait beau dans l'ensemble et la température est de 22 degrés. Alors les jeunes, ils sont un peu, on les a formés. On a fait quelques ateliers pédagogiques les semaines précédentes pour leur montrer un peu ce qu'est un radioamateur. Donc là, ils découvrent vraiment en temps réel, sur du direct, qu'on peut contacter la Croatie, l'Italie et ainsi de suite. Ce qui est fait actuellement, c'est la vraie vie d'un radioamateur lorsqu'il utilise sa station radio. Italie, Zulu 1, Uniform Kilo Foxtrot, 73, you are 5 and 9. Aujourd'hui, ces jeunes ont pu communiquer avec plusieurs radioamateurs européens. La prochaine fois, ils pourront peut-être voyager dans le monde entier et même au-delà. En effet, ces écoliers ont déjà participé en mars dernier à une discussion en direct de l'espace, depuis la navette spatiale ISS, avec l'astronaute Thomas Pesquet, le temps d'échanger quelques questions-réponses. Thomas Pesquet, c'est un radioamateur comme tous les astronautes. Donc on a pu réaliser des réceptions de Thomas Pesquet avec des moyens VHF. On a pu entendre les réponses de Thomas Pesquet avec les deux classes présentes ici sur Meurchin. 36 Kilo Fox Alpha, ici FX0 ISS, je vous reçois, over. Bonjour Robin, non, on ne ressent pas la vitesse, on va très vite, mais on va très vite en même temps que l'ISS, donc par rapport à l'ISS, on la ressent pas, c'est juste quand on regarde sous nos pieds qu'on voit la Terre qui tourne, que là on se dit que oui, on va très vite, over. Une occasion exceptionnelle initiée par un Meurchinois. Il n'en fallait pas plus pour donner le sourire au maire de la commune, toujours fier des projets participatifs qui se réalisent au sein de l'archipel. Tout ce qui peut intéresser, nous sommes en principe preneurs, et surtout quand ça vient de la part des habitants, c'est une preuve
qu'ils ont bien intégré cette médiathèque qui n'est ouverte que depuis une bonne année. Mais quand il y a des opportunités comme celle-ci, celle qu'on a eu l'occasion, alors, ben on saute dessus, évidemment, ça nous intéresse. Ils ont soufflé leurs 120 bougies, et oui, un anniversaire comme on aimerait les vivre plus souvent, car en plus celui-ci s'est déroulé en musique, puisqu'il s'agissait de célébrer le 120e anniversaire de l'harmonie municipale de Méricourt. À cette occasion, 2 jours de concert avaient été programmés, avec de nombreux invités, dont l'orchestre polonais Harmonia de Bully-les-Mines et les sociétés d'Ablain, Saint-Nazaire, Bully, Carvin, Grenet, R5 Coupigny ou encore Souchet. De belles prestations dont nous vous partagerons quelques extraits après le JT. C'est l'heure de notre invité, il est photographe et il est en résidence à la MAC de Salomine. On accueille tout de suite Thierry Girard qui est en quête de personnes pour un projet très intéressant. Monsieur Girard, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour. Alors, vous êtes un photographe paysagiste, pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi cela consiste ? Écoutez, oui, paysagiste, je ne sais pas si je suis un photographe paysagiste, je suis un photographe. Voilà, vous êtes qualifié un peu de photographe paysagiste sur les réseaux sociaux, parce que, sur Internet. Disons que mon travail est quand même assez connu et visible, effectivement. On peut le retrouver facilement sur Internet. Et la question du paysage est effectivement très importante. Mais il n'y a pas que le paysage, il y a aussi les gens. Ça fait longtemps que vous faites ce métier ? Justement, j'ai commencé après mes études à la fin des années 70, donc ça ne me rajeunit pas tellement. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est que justement le nord de la France et particulièrement le bassin minier ont été à cette époque mon terrain d'apprentissage. J'ai appris à devenir photographe en passant de très longs moments dans le nord. J'ai fait ma première résidence d'artiste près de Dunkerque, mon premier livre, ma première exposition. J'ai participé au tout début du Centre régional de la photographie avec les premières commandes en 82-83. Et disons qu'entre 77 et 85, la plus grande partie de mon apprentissage de jeune photographe s'est passée dans le Nord-Pas-de-Calais. Comment on fait pour devenir un bon photographe ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une passion ? Est-ce que tout le monde peut devenir bon photographe ? Ou est-ce qu'il y a une fibre écoutez, tout le monde ne naturelle ? Non, tout le monde ne peut pas devenir forcément bon écrivain, ou bon cinéaste, ou bon menuisier, ou bon boucher, ou bon je ne sais quoi. C'est un gène qu'on a ? Oui, je veux dire, il y a des gens qui ont plus il y a à la fois... C'est du travail, hein, faut pas le nier. C'est aussi la disposition de chacun, et puis sans doute parce que ce sont surtout la manière dont moi j'ai exercé cette passion qui est devenue un métier. C'est pas forcément très simple sur le plan, je dirais, trouver des financements, trouver des partenaires pour réaliser des projets, etc. Donc ça demande beaucoup de conviction. Donc vous avez beaucoup d'expositions déjà de vos photos et puis des livres aussi ? Près de 25 livres. Je ne compte pas le nombre d'expositions en France et à l'étranger. Je ne les ai pas toutes notées, mais beaucoup. Voilà. Alors vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes en résidence d'artiste à la MAC de Salomine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? En fait, je ne suis pas vraiment en résidence d'artiste à la MAC de Salomine. Je suis plutôt missionné par le Centre historique minier de Leeuwarden pour faire un travail sur l'ensemble du bassin minier 30 ans après mes dernières photos que j'ai prises sur le bassin minier. Donc je veux dire, ce travail que j'ai fait au début des années 80 est assez connu. Il y a une partie de mes archives qui sont au Centre régional de la photographie à Douchy-les-Mines. Et donc on m'a dit, ça serait intéressant de voir votre regard sur le bassin minier 30 ans après, sachant que votre regard s'est transformé, mais surtout que le bassin minier s'est beaucoup transformé. Et donc l'enjeu, c'est de trouver une espèce de fil conducteur, un point de vue pour
parler aujourd'hui de ce qui s'est passé en 30 ans. Voilà. Et donc, la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine va s'intégrer progressivement au projet. C'est un petit peu trop tard pour eux en 2017 d'y participer, mais ils vont y participer en 2018. Et dans un premier temps, ils me permettent effectivement d'être hébergé à Salomine, ce dont je les remercie vivement. Et donc, en quoi va consister ce travail on va dire, de représentation du bassin minier 30 ans après? Alors, il y a deux axes. Il y a deux axes, c'est-à-dire un travail sur le paysage, hein, on en parlait au tout début, et ce travail consiste essentiellement à mesurer la manière dont le paysage minier, ses vestiges, les terris, les chevalements ou les cités minières s'intègrent dans un paysage d'aujourd'hui, dans un paysage contemporain, c'est-à-dire quelle est cette espèce d'interaction entre les deux. Bon. Et puis, le deuxième travail, c'est un travail qui est sur les personnes qui habitent ce territoire. Et j'entends privilégier plutôt... alors, bon, il y aura quelques portraits d'anciens mineurs, j'ai commencé à en faire, etc. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment une nouvelle génération s'inscrit dans ce paysage-là. Et notamment, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de pouvoir photographier des familles, des jeunes familles, des couples avec des enfants, etc., qui vivent aujourd'hui dans les cités minières ou dans cette proximité du paysage minier et qui ne sont pas forcément issus de cette histoire-là. Donc comment il y a une espèce de changement, de transition, de passage en fait, je dirais presque de témoin d'une génération à l'autre. Voilà. Et donc pour cela, vous recherchez évidemment des familles, Exactement. Des personnes qui Voilà. veulent bien participer à ce projet. Absolument, et sur tout le bassin minier, et en privilégiant donc des familles qui vivent à proximité du paysage historique, mais qui sont, alors ils peuvent être, moi j'ai déjà photographié quelques personnes, donc il y a souvent des gens dont le père ou le grand-père était mineur, etc. Puis il y a des gens, comme j'en ai photographié il y a 2 jours à Wany, qui viennent de s'installer au pied du terril de Wany et qui arrivent de l'île et qui n'ont pas d'attache, qui n'avaient pas d'attache auparavant avec le bassin minier. Mais je trouve ça aussi très intéressant. Voilà. Donc comment on fait pour rejoindre ce projet? Est-ce qu'il faut être une famille complète? Est-ce qu'il faut être qu'une personne? Non, ben ça peut être une personne, ça peut être une famille, ça peut être... ce qui m'intéresse, c'est de trouver aussi des gens qui sont... intéressant, ça veut dire quoi? J'en sais rien. Tout le monde est intéressant en fait. Donc, oui, est-ce qu'il faut qu'ils aient une particularité? Non, pas, simplement qu'ils soient finalement curieux, disponibles, envie de représenter leur territoire. Et puis, je dire, les séances de prise de vue sont pas forcément très longues, mais c'est un échange et je veux dire, c'est une espèce de plaisir réciproque. Voilà. Ça se passe dans un cadre particulier ou Ah non, je vais chez les gens. Non, je vais chez les gens, puisque l'idée c'est de les photographier donc sur leur territoire de vie en quelque sorte. Voilà. Donc ça peut être à l'intérieur des maisons, ça peut être dans le jardin, ça peut être dans la rue à côté, etc. Voilà. Donc on fait comment pour vous contacter? Ah oui, ça c'est une bonne question. Oui, parce que on peut peut-être appeler Télégoël et puis on transmet à Monsieur Girard. Le mieux c'est de contacter le centre historique minier. On peut peut-être contacter aussi la MAC de Salomine. La MAC de Salomine, donc Sébastien Naert, par exemple, et puis au centre historique minier, Karine Sprimont, voilà, qui sont mes 2 correspondants. Ouais. Toutes ces photos, toute cette relation entre les 2 époques, ça va être transcrit comment? Dans une exposition, dans un livre? Ça va être transcrit dans un premier temps dans une exposition qui aura lieu au CHM en février 2018 et qui va durer plusieurs mois, jusqu'en juillet, je crois. Et après, il y a le projet d'étendre un petit peu cette première mission et de faire et d'éditer un livre, mais là, on sera plutôt en 2019.
Avec un éditeur qui est un éditeur du Nord et de grande qualité. Donc vous l'aimez bien, notre région? Bah oui, c'est pour ça que j'y reviens. Et vous étiez originaire du bassin minier? Pas du tout. Non, moi j'étais... Comment dire, j'étais parisien et quand on est jeune photographe, soit on se dit on va au bout du monde, soit on trouve pas très loin de chez soi quelque chose qui ressemble à un autre bout du monde. C'est-à-dire pour moi, venir commencer à photographier dans le Nord, c'était une expérience humaine extrêmement forte. Une espèce de choc, de bouleversement, et j'étais très, très profondément touché par ce qui s'est passé dans mes premiers séjours, et du coup c'est pour ça que pendant 7-8 ans c'est devenu vraiment mon territoire élu. Est-ce que ça a changé? Énormément. Bien, positivement ou... C'est difficile de dire ça parce que j'ai assisté en fait à la fin d'une histoire qui était à la fois glorieuse entre guillemets et en même temps avec ses zones d'ombre, hein, mais dont on a fait en quelque sorte une espèce de légende. Bon, et puis bon, on sait bien qu'il y a eu la fin des charbonnages, la casse d'Usinor, disons une vingtaine d'années difficiles. Hein. Moi, je parcours beaucoup la France. Je voyage beaucoup en France. Je vois des régions, notamment, j'ai passé beaucoup de temps dans l'Est de la France l'année dernière. Il y a des campagnes, je sais pas, ou même dans les Ardennes, ou en Meurthe-et-Moselle, etc. On se dit, quel peut être l'avenir ? On a l'impression que l'histoire ne va pas repasser les plats, vous voyez. Et dans le Nord, il y a un avenir, ça me paraît manifeste. Ça me paraît évident, peut-être sur le plan industriel, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour le savoir, mais je vois quand même qu'il y a des entreprises qui n'ont pas forcément totalement remplacé, mais c'est quand même un bassin d'emploi. Et je vois que sur le plan culturel, il se passe énormément de choses. Je pense qu'il y a une vraie dynamique de la population, etc. Donc, je veux dire, c'est pas... Moi, je suis pas pessimiste pour cette région. Vraiment pas. Moi aussi, je pense comme vous. Je pense que notre territoire, ça vaut le coup de s'y attarder. Absolument. Et d'y rester parce que les gens sont bien. Oui. Et les paysages sont beaux. Et qu'on a un super territoire. Anthony, j'espère que tu es du même avec moi. Exactement. Nous, on est bien chez nous. Voilà, on est bien exactement. Nous, on est bien dans notre coin. Alors, on va rappeler que vous êtes à la MAC de Salemine pour ce projet, que vous recherchez des personnes dans tout le bassin minier. Dans tout le bassin minier, voilà, que vous soyez de Méricourt, d'Avion, de Lens, de Arras. Liévin, voilà. Arras, non. Arras, c'est plus... C'est plus le bassin minier, voilà. Mais bien le bassin minier, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Girard au centre historique minier de Leward ou à la MAC de Salemine. Ou à la MAC de Salemine. Et vous pouvez nous appeler également, on vous transmettra ses coordonnées. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Télégoël. C'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne chance pour vos recherches. Merci. Alors, pas de sport aujourd'hui, Anthony. Notre Nelly n'est pas avec nous non plus. Elle est sur le pont d'Avignon avec Fred, je crois. As-tu 2 ou 3 infos à nous donner sur les événements, spectacles ou animations à faire ce week-end ? Oui, Valérie, la 3e édition de la Semaine de la Jeunesse se déroulera du 27 mai au 4 juin à Liévin. Au programme Village Jeunesse, Color Run, parcours aventure, café, débat, concerts, cinéma, culture urbaine, battle, théâtre forum, forum information jeunesse. Autre événement aussi, une performance de hip-hop est organisée le samedi 27 mai à Méricourt, au complexe Jules Ladoumègue. À partir de 19h, pour seulement 3 €, vous pourrez assister à des shows de hip-hop ainsi qu'à des battles. Pour finir, ce vendredi 26 mai, le Colisée de Lens vous invite au concert Melting Trio entre comédie musicale américaine, musique celtique, musique de film et opéra, une expérience envoûtante où le public s'évade dans la voix lyrique, le violoncelle. Merci Anthony, merci à toute l'équipe présente pour ce jeudi férié. On vous souhaite un excellent week-end pour ceux qui ne travaillent pas. Bon courage aux autres et n'oubliez pas, Télégoël, c'est aussi sur le net télégoël.fr, YouTube, Twitter et Facebook. À jeudi prochain sur Télégoël.